Il est 18h sur FIM FM, première sur l'info. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer FIM FM pour vous informer. C'est l'heure de FIM Soir, donc voici le sommaire. Après la signature du protocole d'accord entre les responsables des contractuels communaux, les syndicats et le gouvernement, certains contractuels ont repris les cours ce lundi. Par contre, d'autres sont restés à la maison et exigent le paiement de leurs arriérés de salaire et de primes. Plus de détails dans les coulisses de ce soir. L'homme qui aurait tiré sur le président du district de Goundoupi, c'est dans la préfecture de l'Elouma, qui était en cavale, a été retrouvé. Il a failli être lynché par les parents et proches du défunt, nous dira dans l'Interland le sous-préfet de la localité. L'association des conducteurs des mototricycles disait être victime d'arnaques de la part de certains policiers qui contrôlent les vignettes et cartes grises. Le président de cette association est l'invité de FIM Soir, vous l'entendrez à la fin de cette session. C'est tout pour le sommaire, le détail sera juste après plein feu sur l'actualité nationale ce lundi 30 octobre 2023 avec Mariam Ba, l'autre belle voix de la maison. Bonsoir Mariam. Bonsoir Alphonse, bonne soirée, bonsoir à tous. FIM Soir, plein feu sur l'actu, la totale de l'actualité nationale. À la une de l'actualité, l'armée guinéenne va célébrer mercredi 1er novembre 2023 ses 65 ans d'existence. Cependant, son bilan reste mitigé selon des observateurs qui estiment que cette armée s'est souvent incrustée dans des débats politiques, des détails à suivre dans ce journal. Et puis sont nombreux les fonctionnaires qui abandonnent leur poste d'affectation, une situation qui préoccupe des acteurs de l'éducation et de la santé interrogés par notre rédaction. Ils invitent les autorités à mettre en place des stratégies permettant à ces derniers de respecter leur engagement. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'abandon des postes par des agents de l'État est récurrent en Guinée. Une situation qui préoccupe des acteurs qui évoluent notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Interrogés ce lundi, ils interpellent les autorités afin de trouver une solution à ce phénomène, en mettant notamment en place un mécanisme pouvant inciter les fonctionnaires à rester à leur poste d'affectation. Tiernan Alpha Ibrahim Baldé. Les centres de santé, les hôpitaux régionaux à l'intérieur du pays font face à un manque cruel de personnel sanitaire. Le déficit est évalué à 12 000 agents. La majeure partie des agents recrutés ces dernières années ont soit quitté leur lieu d'affectation ou changé de département. Moussa Sissé, responsable du groupe thématique santé du CNOSC, explique certaines raisons qui poussent ces agents de santé à abandonner leur lieu d'affectation. Il y a d'abord une question de traitement du personnel. Ça peut être sur le plan fonctionnement du service, c'est-à-dire matériel, équipement, et puis tout ce qui s'ensuit par rapport à un diagnostic, puis par rapport à la ligne de prise en charge. Parce que lorsqu'un agent de santé est en train de travailler et qu'il n'a pas ses matériels de travail, ça signifie que non, il y a un problème et ça ne nous motive pas de rester. Le traitement sur le plan salaire, parce qu'il n'a pas un salaire qui lui permet de rester. C'est le même constat au niveau du secteur de l'éducation. De 2010 à nos jours, plus de 25 000 enseignants ont été recrutés pour donner des cours dans les écoles à Conakry et en province. 10 ans après, le même besoin est exprimé par le gouvernement, car la plupart de ceux qui ont été recrutés n'ont pas rejoint leur lieu d'affectation. Pour mettre fin à ce phénomène, Magari Wousso, secrétaire général adjoint du SNE, fait des propositions. Instaurer les primes d'encouragement, les primes d'éloignement. Ce montant permet d'encourager les enseignants qui sont mutés dans les milieux ruraux et au niveau local d'y rester et d'effectuer bien leur travail. Construire des logements sociaux pour ces enseignants au niveau local. Une fois qu'ils sont logés dans de bonnes conditions, ils pourront rester là et travailler. Pour ce recrutement en vue, toutes les dispositions seront prises pour mettre fin à cette pratique, nous a confié un cadre du ministère de la fonction publique. Plusieurs affaires inscrites au rôle dans les cours et tribunaux de Conakry ce lundi n'ont pu se tenir faute d'avocats. De Mafanko à la cour d'appel de Conakry en passant par le tribunal de première instance de Dixine, les hommes en robe noire ont tout simplement brillé par leur absence. Une décision qui fait suite à l'appel au boycott des audiences dans tout le pays par le Conseil de l'ordre des avocats. Aboubakar Sidiki Kamara nous fait le point.
Au tribunal de première instance de Mafanko, où notre périple a commencé ce lundi matin, aucun avocat n'était visible dans la salle d'audience. Pourtant, 61 affaires réparties dans 2 salles d'audience étaient bel et bien inscrites au rôle de cette juridiction. Aussi, les détenus qui ont été extraits de la maison centrale pour être jugés étaient présents dans la salle d'audience. Ne nécessitant pas forcément la présence d'un avocat selon la loi, une affaire correctionnelle était en train d'être jugée par l'équipe du juge Mamadou Diallo au moment où nous quittions les lieux. Contrairement au TPI de Mafanko, aucune audience n'a pu se tenir dans les autres juridictions de Conakry ce lundi. C'est le cas par exemple de la cour d'appel de Conakry ainsi qu'au tribunal de première instance de Dixine. Là, toutes les affaires inscrites au rôle ont été renvoyées à une date ultérieure et les détenus ramenés à la maison centrale de Corentin. Même constat à la cour de répression des infractions économiques et financières. Au rôle de cette haute juridiction du pays, les 5 affaires, dont celle de Moustapha Diané poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, ont été toutes renvoyées au 13 novembre prochain. Selon un communiqué de la CRIEF, ce renvoi est la conséquence de l'appel au boycott des audiences dans tout le pays par l'ordre des avocats. Une décision qui fait suite à l'incident qui s'est produit mercredi dernier entre le procureur par intérim du TPI de Koya et maître Lansine Silla, avocat au barreau de Guinée. Vers une marche pacifique à l'appel du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, un courrier d'information sera déposé à la mairie de Kaloum, a annoncé ce lundi le secrétaire général du SPPG. Cette décision de ce syndicat intervient 2 semaines après sa première marche réprimée par les forces de l'ordre à Kaloum. Sékou Jamal Pendessa promet que son équipe va se battre jusqu'à ce que la restriction du site d'information Guinée Matin soit levée. Alassane Djigé Diallo. Visiblement, le syndicat des professionnels de la presse guinéenne, SPPG, ne compte pas baisser les bras. Il annonce une nouvelle marche pacifique pour exiger la levée de la restriction du site d'information guinématin.com. Sékou Jamal Pendessa est le secrétaire général du SPPG. Nous le faisons pour toujours demander la libération de Guinée Matin, qui est victime de restrictions illégales depuis bientôt 3 mois maintenant. Vous savez, on avait organisé une première manifestation le 16 octobre dernier qui a été violemment réprimée. Cette décision du SPPG intervient 2 semaines après sa première marche pacifique réprimée à Kaloum. Pour Sékou Jamal Pendessa, rien ne peut les faire reculer dans la lutte pour la défense de la liberté de la presse. C'est pas parce que notre marche a été réprimée qu'on va renoncer à ce droit. Nous allons encore respecter toute la procédure. Nous allons écrire, signer avec les 3 signataires prévus par la loi. On dépose. À la question de savoir s'ils ne craignent pas d'être réprimés, Sékou Jamal Pendessa répond. Et puis nous allons encore marcher puisqu'ils savent montrer leur barbarie, ces agents. Ils n'ont qu'à venir encore se livrer à ces actes de barbarie. L'histoire le retiendra. À rappeler que cela fait plus de 3 mois maintenant que le site guinématin.com, qui emploie une vingtaine de journalistes, est inaccessible sur le territoire guinéen. Et puis des travailleurs de l'Institut national de formation et de perfectionnement ont bénéficié ce lundi d'une remise à niveau. Les participants étaient outillés sur comment prendre l'administration publique. Ce programme financé par l'Agence française de développement a pour objectif de promouvoir le développement et le perfectionnement dans le domaine de la gestion publique du pays. Aminata Keïta. Ils sont au total 60 jeunes à prendre part à cette nouvelle séance de renforcement de capacités sur le thème « Comment comprendre l'administration publique ». L'initiative est pilotée par le directeur général par intérim de l'Institut national de formation et de perfectionnement. Mamadou Bari revient sur l'importance de cette formation. Nous avons fait appel à des conférenciers, à des professeurs et des anciens hauts cadres ou des cadres en activité pour venir partager leur expérience au profit des jeunes cadres qui vont assurer demain la relève dans notre administration publique. L'objectif recherché est de continuer à renforcer et d'approfondir les connaissances de ces cadres qui sont en train de suivre un programme au sein de l'Institut depuis bientôt 1 an maintenant. C'est une meilleure façon aussi de continuer à apporter une contribution significative dans la dynamique de la refondation de l'État engagée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Durant des heures, le conférencier a abordé toutes les questions principales sur le bon déroulement d'une administration publique. Alassane Makanera Kaki. On a essayé d'expliquer l'importance de la loi et de son respect dans la gestion de l'administration et surtout nous avons insisté sur la question d'hiérarchie. Et enfin, comme c'est comprendre l'administration, nous avons présenté les types d'administration et l'organisation même de l'administration guinéenne. Ça permet tous ceux qui ont participé de distinguer les types d'emplois. Chacun doit savoir je dois faire quoi pour servir l'intérêt général. Satisfait de la formation,
l'édition, Ismaël Silla, l'un des participants, promet de relever le défi. Je suis vraiment satisfait de la présentation faite par le conférencier. L'administration souffre de beaucoup de carences. Si aujourd'hui la direction a décidé d'intégrer cette conférence dans notre cursus, nous sommes prêts à relever ce défi. Le directeur général par intérim de l'Institut national de formation et de perfectionnement du ministère du Travail et de la fonction publique compte intensifier ce programme dans les 8 régions du pays. Dans les jours à venir, 600 cadres seront aussi outillés. Et dans moins de 48 heures, l'armée guinéenne célébrera ses 65 ans d'existence, mais son bilan est mitigé, estime des organisations de défense des droits de l'homme comme l'OGDH et le programme Démocratie sans violence. Ces plateformes reconnaissent que l'armée s'est battue pour la défense de l'intégrité nationale. Cependant, elle s'est souvent invitée dans des débats politiques illustrés dans la répression des populations qui aspirent à plus de liberté, au respect des règles démocratiques, notamment à la faveur des manifestations socio-politiques. Sekou Djatia Kamara. Le programme Démocratie sans violence s'intéresse aussi aux relations civilo-militaires. Son représentant en Guinée retient de l'armée guinéenne un bilan mitigé de sa création en 1958 à maintenant. Mamadou Kali Diallo parle d'abord des mérites des forces de défense et de sécurité. L'armée guinéenne a été celle qui a contribué à beaucoup d'autres pays à retrouver leur indépendance. C'est un appui qu'on ne peut pas oublier dans l'évolution de notre histoire. C'est aussi cette armée qui s'est battue pour la défense de l'intégrité du territoire national chaque fois que l'occasion s'est présentée, rappelle-t-il. La Guinée a été victime d'attaques, nous nous en souvenons. On parle de l'agression des années 70. La Guinée a résisté grâce à la bravoure de son armée. Et puis aussi, il y a eu l'attaque rebelle. L'armée s'est illustrée. Selon Mamadou Kali Diallo, l'autre facette de l'armée guinéenne durant les 65 ans est liée aux relations parfois désagréables entre elle et les populations. Plusieurs manifestations ont été réprimées dans le sang, regrette l'activiste. C'est entre autres les événements du 5 juillet 85, les événements de janvier et février 2007. Ensuite, les événements tragiques du 28 septembre 2009. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent à ce niveau-là. Parmi ces facteurs, il y a le fait que l'armée a pris l'habitude de se mettre au service des politiques en outrepassant ses missions qui consistent à défendre l'intégrité du territoire et à protéger les institutions, renchérit le chargé de communication de l'OGDH, Al-Senissal. Ce sont des armées qui sont au service des gens qui sont au pouvoir. C'est ce qui a fait que la Guinée, notamment ces 30 dernières années, nous connaissons une instabilité politique qui font que c'est l'armée qui gère essentiellement le pouvoir. Alors que pour nous, l'armée ne devrait pas intervenir sur le terrain politique. Nos interlocuteurs pensent que l'armée guinéenne peut toujours redorer son blason. Cela passe selon eux par des recrutements sur la base des critères objectifs et la formation sans cesse des agents sur des valeurs civiques et des questions des droits de l'homme. Après le lancement officiel ce week-end de la saison touristique 2023-2024 sur les eaux de Kilissi, les autorités du secteur se sont transportées le lendemain au lac de Samaya, en site paradisiaque, enfui entre la chaîne du mont Ganga et le village de Beriarori. L'occasion a été mise à profit pour visiter certaines fermes agricoles, n'est-ce pas le Khalidor Dadafé? Situé à près de 50 km de la ville de Kindia, le lac Samaya est un lac artificiel qui procure du bien-être et une impression de bonheur. Il est né de la construction d'un barrage qui avait bloqué 2 fleuves qui prennent leur source au mont Gangan. Mariam Ndiaye est une touriste sénégalaise. Incroyable, c'est incroyable, époustouflant. On vient d'arriver et on en prend déjà plein les yeux. Le lac, il est énorme, il est paisible. Enfin, en fait, on est dans la nature, en pleine nature. Déjà, rien que le chemin quand on l'a fait pour arriver jusqu'ici, c'était long, mais c'était hyper agréable de voir la nature, de voir les arbres, de voir les paysages. Et on est paisible quand on voit le lac, quand on voit la nature. Donc, ce que j'en retire, c'est la paix. Au-delà de sa beauté qui force l'admiration, des activités de détente ont été organisées ce week-end pour y passer toute la journée. Notamment le concours à la pirogue qui a été relancé. À la suite de cette activité, des gilets de sauvetage ont été offerts aux piroguiers. En guide touristique, la directrice générale
général de l'Office national du tourisme a conduit la délégation sur les champs agricoles. Pour Kade Camara, il s'agit de montrer aux visiteurs que les Guinéens sont capables de cultiver, transformer et consommer des fruits tropicaux. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer le contenu local. Nous avons voulu montrer qu'en Guinée, on peut cultiver, transformer et consommer, et ça peut être aussi une particularité à nous. Dans tout ce que nous avons voulu montrer ces derniers jours, c'est le produit peut être développé directement par les communautés, en Guinée, par les Guinéens. L'agriculture est aussi un élément essentiel du tourisme. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat explique la vision de son département, Alpha Souma. L'État agit à travers l'ONG, qui a aujourd'hui une société anonyme, qui peut mobiliser des ressources avec des investisseurs. Notre volonté est que les Guinéens eux-mêmes sachent qu'ici il y a des possibilités et qu'ils investissent dans le tourisme. Si les Guinéens eux-mêmes veulent s'engager à financer pour que le tourisme local se développe, je pense que l'État a réussi le pari. Le choix de la ville des Agrumes pour lancer cette nouvelle saison touristique part du fait que cette région est le résumé du tourisme en Guinée. Plusieurs femmes vendeuses du marché Anta ont perdu leurs marchandises ce lundi. C'est la conséquence d'une opération de déguerpissement lancée par les autorités sur le tronçon T6 marché Anta. Les machines sont entrées en action au petit matin pour dégager les emprises de cette route occupée par les femmes. Au micro de FIM FM, certaines victimes n'ont pas caché leur colère et affirment avoir été surprises par l'attitude des autorités et les invitent à leur venir en aide afin qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Le reportage de Mbani Sidibé rendu en studio par Mama Adama Silla. Ce sont les traces laissées par les bulldozers que ces vendeuses du marché Anta ont trouvées ce matin sur leur lieu de négoce. Leurs marchandises ont été complètement détruites. Cette vendeuse qui a préféré garder l'anonymat est dépassée par l'ampleur des dégâts. Nos marchandises, tout est détruit ce matin suite à la confection de la route. On n'a pas été informés ni rien. C'est comme ça on a trouvé nos places ce matin. Donc cela a été pour nous des pertes parce que ce que nous vendons c'est pas pour nous. Nous partons prendre ça avec nos clients pour venir revendre et avoir peu de bénéfices là-dessus. Elle dit avoir presque tout perdu. C'est pourquoi elle souhaite que les autorités prennent en compte leurs préoccupations. Hier, moi, j'avais laissé 2 sacs de manioc, plus 3 sacs de taro et quelques fruits, le cidre, l'orange, la machine à marcher dessus, les dalles là qui sont alignées là. Ils ont jeté tout ça sur nos marchandises. Donc, cela devient pour nous des sérieux problèmes. Dans ce cas, nous disons au président et ses membres de nous aider à trouver la solution pour ce problème. Fodé Abbas Kamara est l'un des gardiens de ce marché. Il dit avoir tenté de sauver les marchandises mais en vain. Le machiniste il commence en haut là-bas. Donc il est venu jusqu'au Carrefour ici. On peut dire le fossé aussi go. Il dit non, les femmes n'est qu'à soi. On peut dire attends, on va enlever les colis de la femme. Le machiniste n'est pas entendu. Ils sont gâtés à partir de 2 heures. Les patates et les bananes et toutes les marchandises il a gâté tout. Au moment où nous quittions les lieux, les travaux de construction étaient à l'arrêt. D'autres femmes vendeuses occupaient les lieux et cherchaient à écouler leurs marchandises. Et pas de courant, pas de route, EDG zéro, c'est avec ces slogans que de nombreux citoyens de centre-ville de Dubreka ont battu le pavé ce lundi. Ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur les axes routiers avant d'être dispersés par des agents à coups de gaz lacrymogène. En plus du rétablissement du courant électrique coupé depuis quelques jours, ces manifestants réclament la réhabilitation des routes de la localité. On écoute quelques-uns. Les routes ne sont pas bonnes. Il n'y a pas d'eau, ni le courant, l'électricité quand même. Monsieur, combien de jours nos téléphones sont déchargés. Nous sommes fatigués. Ce qui est fait aujourd'hui, certes, c'est une cause immédiate, mais il y a eu des causes lointaines. La population s'est tellement plainte pour l'état de leur route et la situation de courant de Dubreka. Alors aujourd'hui, la population a décidé à ce qu'elle manifeste sa colère. Durant une bonne partie de la journée, la tension est restée vive dans la localité. Les cours ont été perturbés dans certaines écoles et les magasins et boutiques sont restés fermés. La manifestation a débordé malgré le préfet de Dubreka. Le colonel Aboubakar Sidiki Traoré était sur le terrain dans la matinée pour calmer les ardeurs, mais en vain. On l'écoute.
Je suis parti sans sécurité, moi seul, avec la jeunesse. On les a sensibilisés. Ils enlevaient partout, tous les barricades ont été enlevées. Mais par après, les enfants, ils reviennent encore remettre les barricades. Bon, le courant, moi je ne peux pas leur dire que je vais leur donner courant maintenant, là, tandis que c'est une panne qu'ils sont en train de dépanner. Et je les ai dit que chacun se calme. Le courant va venir aussitôt. Depuis le matin, j'ai interdit que force de l'ordre affrontent la jeunesse. C'est les gens qui ont laissé les élèves. Ils savent qu'il y a manifestation ici. Les élèves, aucun élève n'était sur le terrain. Je suis le premier responsable de la préfecture. La jeunesse est là. Ils ont été invités depuis le vendredi à cet effet pour leur donner les bonnes informations. Et on avait rendez-vous le vendredi passé même. Et ça a été reporté pour aujourd'hui à 14h lundi. À mon fort étonnement, à 6h du matin, j'ai été appelé que les gens ont barricadé la route. J'ai demandé pourquoi. Ils disent que ça fait combien de jours ils n'ont pas de courant. Moi-même, je suis convaincu que ça fait 2 jours il n'y a pas de courant à Dubrika. Il y a une panne qui est indépendamment de nos volontés. Et le torchon brûle entre le président de la délégation spéciale de Kawessi et des citoyens de cette localité située dans la préfecture de Télémélé. Des habitants de cette localité accusent Boubacar Kawessi Diallo d'abus d'autorité et d'arnaque. Selon eux, le président de la délégation spéciale n'a posé aucun acte pour le développement de cette localité érigée en commune rurale en 2020 par l'ancien président Alpha Condé. On écoute Mamadou Salou Touré, citoyen de Kawessi. Depuis son installation de façon clandestine, de façon vraiment catimini, il a cessé vraiment de diviser la population. Il a concentré tous les pouvoirs. On parle du président de la délégation spéciale. Il a imposé son oncle paternel au niveau de la Ligue sous-préfectorale. Il a mis son oncle maternel comme adjoint de ce dernier. La gestion aussi des affaires de la commune, la gestion est vraiment opaque. On ne comprend rien, aucune visibilité, aucun résultat, aucun développement, aucune initiative allant dans le sens de développer la collectivité. Quand vous prenez aussi au niveau de l'emploi dans les sociétés minières, ils sont là à vendre les postes qui revenaient à la communauté. Voilà autant de problèmes, les taxes qu'ils ont instaurées au niveau de la commune, des cages, des maisons en banco, des maisons en dur, même les champs, les gens payent les taxes pour les champs. Et contacté par notre rédaction, le mis en cause n'a pas accepté de donner sa version des faits, mais les citoyens de Kawessi accusent le préfet de Télémélé de complicité. Selon Mamadou Salou Touré, ils exigent la dissolution de la délégation spéciale de Kawessi. Il a été joint par Amadou Ribari. Le préfet de Télémé a été alerté une fois. Il y a eu beaucoup de courriers qui sont adressés pour lui signifier ce qui ne va pas au niveau de la commune. Sous-préfet, la même chose. Monsieur le ministre de l'administration du territoire même était saisi par rapport à cette situation. Mais jusque-là, on ne voit pas vraiment des initiatives allant dans le sens de dénouer la crise. Et aujourd'hui, c'est toute la population de Kawessi qui s'est levée pour exprimer le ras-le-bol vraiment face à cette situation. Aujourd'hui, nous sollicitons la dissolution de cette délégation spéciale et la mise en place d'une nouvelle délégation spéciale consensuelle et équilibrée, reflétant vraiment la diversité de la communauté. Sport pour clore ce journal. La course pour la présidence de la Fédération guinéenne de football est désormais lancée. Après le dépôt des dossiers, les candidats déclarés commencent déjà à battre campagne pour convaincre les électeurs. Une situation qui ne laisse pas indifférents les observateurs de football guinéens. Selon dit notre reporter Mamadou Yagouba Diallo a interrogé quelques-uns sur le processus électoral et sur les listes des candidats. Suivons ce reportage. Le prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de football se tiendra le 25 novembre prochain. Pour la première fois en Guinée, ce vote des membres du comité exécutif de la FEGIFOOT se fera par liste. À date, 4 dossiers de candidature sont annoncés. Les têtes de liste sont Abdul Karim Bangoura Akabe, le général Mathurin Bangoura, Abouakar Dina Sampil et Alma Misila. Amidou Bangoura est journaliste sportif. Globalement, que ce sont des têtes que nous connaissons. Ce sont des présidents de clubs qui investissent dans le football, qui acceptent de mettre leur avoir pour le développement du football national. Pour Paté Diallo, les membres statutaires doivent éviter les erreurs du passé.
et voter pour le candidat idéal. Être président de fédération, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'Harvard ou d'Oxford, si vous voulez. Il faut être intègre, rigoureux, qui va pouvoir ramener tout le monde vers l'idéal. J'espère que les membres statutaires ne vont pas commettre les erreurs du passé. Ils vont choisir la meilleure équipe. Gabi Véron, consultant sportif, lui craint une autre crise. Cet éducateur dénonce la présence de certains membres des anciennes équipes de la FEGIFOOT sur des listes. On risque de régénérer une autre crise, parce qu'il faut le dire. Pour moi, ça c'était une occasion pour la Guinée de pouvoir mettre notre football sur des bases, si vous voulez, très solides. On est en train encore de générer d'autres crises. Quand vous voyez la constitution même de ces listes, ça donne à craindre parce que franchement c'est une liste qui va passer. Après, la liste qui va passer, est-ce que les autres vont accepter? Est-ce qu'ils vont pas mettre les bâtons dans les roues? En attendant le 25 novembre prochain, les élections au niveau des ligues et des districts se poursuivent sur le territoire national. Et voilà, mesdames et messieurs, cet élément sport met fin à ce journal. Merci à l'ensemble de la rédaction politique, Mamad Ali Obangora pour la réalisation. Film Soir se poursuit avec vous, Alpha Ousmane Soiré. Merci à vous, Mariamba, pour toutes ces informations. Vous nous donnerez dans quelques minutes des informations complémentaires sur le continent et dans le monde. Film Soir se poursuit. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soiré. À l'Elouma, je vous le disais au sommaire, fin de cavale pour celui qui aurait tiré sur le président du district de Goundoupi. Avant d'écouter le sous-préfet de Paraol à cet effet, voici d'abord les coulisses. Film Soir, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. Les enseignants contractuels communaux ont été donc invités ce lundi à reprendre les cours sur toute l'étendue du territoire national. Cela intervient après la signature du protocole d'accord entre les responsables de ces contractuels, les syndicats et le gouvernement. Dans un entretien accordé à notre rédaction, un des responsables de ces contractuels affirme que la reprise a été effective dans plusieurs endroits. Par contre, d'autres sont restés à la maison et continuent d'exiger le paiement de leurs arriérés de salaire et de primes. Bani Sidibé. Après près d'un mois de débrayage, plusieurs enseignants contractuels ont repris le chemin de l'école en attendant la mise en œuvre des recommandations issues du protocole d'accord signé entre leurs responsables, le syndicat et le gouvernement. Farah Kamano est enseignant contractuel à Guékédou. À partir de 7h30, déjà moi, j'étais maintenant sur le lieu. Le proviseur et le censeur, ils étaient contents de nous revoir aujourd'hui à l'école. On n'a pas peur de concours, on a peur de nos chefs là pour ne pas qu'ils nous remplacent encore. Si l'État a vraiment le pitié de nous, lorsqu'ils seront sur le terrain, il saura qui fait quoi et qui paie quoi. La signature de ce protocole d'accord a tout de même provoqué des grincements de dents. Certains enseignants contractuels ne sont pas prêts à renoncer à leurs arriérés de salaire et leurs primes. Étienne Doré, enseignant contractuel à Doubreka, a préféré rester à la maison. Moi, je n'ai pas repris les cours. Dans notre localité, les contractuels n'ont pas répondu. Il y a même des collègues qui se demandaient toi tu bouges quand il dit moi je ne peux pas bouger dans la mesure où je n'ai rien. Il me dit clairement que lui personnellement il n'ira pas en attendant que au moins les primes et arriérés de salaire soient payés. À Sigiri aussi, cette reprise a été morose. Younoussa Chérif, enseignant contractuel, est aussi resté à la maison. Il y a certains qui ne sont toujours pas dans les localités de service. Les primes d'accompagnement qui ont été annoncées, elles devraient être payées avant toute reprise. La coordination anticipe en appelant les contractuels à rejoindre les salles de classe. On ne peut pas comprendre que de façon unilatérale que nous renonçons à nos arriérés au profit d'être engagés. C'est incompréhensible. Pour le président du collectif des professionnels de l'éducation, les enseignants contractuels se sont massivement mobilisés pour la reprise des cours. Il annonce que bientôt les primes d'accompagnement seront payées. Moussa Doré. Tous les contractuels à l'intérieur du pays, les 80% sont allés à l'école. Il y a la mission qui doit bouger pour le terrain, pour la paie et l'identification des contractuels. Beaucoup sont contractés. Nous avons demandé à tous ceux-ci que de contracter entre des dettes pour trouver un moyen qui puisse les permettre d'aller sur le terrain. À partir du jeudi, la mission sera sur le terrain. On va les payer soit c'est 1 ou 2 mois. Dans ce protocole d'accord, il est dit que les enseignants contractuels seront évalués dans les classes après l'authentification de leur diplôme. Les admis seront engagés à la fonction publique, précise le document. Merci donc à Bani Sidibé qui a signé cet élément des coulisses du jour. Voici à présent l'Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants.
Je vous le disais, fin de cavale pour l'homme accusé d'avoir tiré à bout portant sur le président du district de Goundoupi, situé dans la préfecture de Lelouma. Selon le sous-préfet de Paraol, Amadou Boyi a été interpellé dans la soirée de dimanche dans un village situé à 18 km du lieu du crime. Après son arrestation, le présumé tueur d'Elhadj Moussa Koulibaly a failli être lynché par la famille et proches du défunt, informe le sous-préfet Fodé Souma, qui promet justice donc aux victimes. Suivez cet élément interland signé Amadou Ribari. L'acte s'est produit la semaine dernière à Goundoupi, un district relevant de la sous-préfecture de Paraol, préfecture de Lelouma. Mamadou Boyi, marié, est accusé d'ouvrir le feu sur Elhadj Moussa Koulibaly, qui est son oncle paternel. Après le crime, l'accusé a disparu dans la nature. Après plusieurs jours de cavale, le jeune marié a été appréhendé dans un autre village, informe Fodé Souma, sous-préfet de Paraol. Comme il y avait la secousse dans la ville, on ne pouvait pas rester tranquille parce qu'il se promenait avec l'arme. Pour un premier pas, il a été désarmé par un citoyen. Et 24 heures après, il a été arrêté dans un district à Goundoupi, secteur Goubéry, l'aide de la population et certains agents. Mon chef de cantonnement forestier et autres. Informé de cette interpellation, la famille du défunt a tenté de lyncher le présumé bourreau du désormais ancien président du district de Goundoupi, rapporte le sous-préfet. Depuis hier, dès son arrestation, pour éviter d'autres crimes, parce que j'avais vu l'attention de la population, ils voulaient vraiment le lapider, le tuer. Vite, en connivence avec monsieur le juge, on a trouvé solution de le déposer à la gendarmerie pour ne pas qu'il ait autre victime. Le fugitif a été finalement mis à la disposition de la brigade de gendarmerie de Lelouma pour des fins d'enquête. Le sous-préfet appelle les proches et familles du président du district de faire confiance à la justice. Parce que la psychose est en train de secouer la ville. Mettez les gens vraiment à sécurité, rassurez-les que vraiment tout va bien. Le mis en cause est arrêté, l'arme est confisquée. Pour le moment, de son côté, il n'y a pas de mal. Donc nous les appelons vraiment à reprendre les activités sans problème. Pour rappel, ce crime s'est produit plus précisément mardi dernier à Goundoupi. Elhadj Moussa Koulibaly, marié à 4 femmes, a été froidement tué par balle par son neveu qui souffrirait d'une dépression mentale. Merci donc à Amadou Ribari pour cet autre élément de l'Interland. À Dongel Sigon, c'est à Mali, un homme est accusé d'avoir tué sa grand-mère qu'il soupçonne de sorcellerie. Avant d'en parler dans la 1-2 avec notre confrère le révélateur 224.com qui a traité ce sujet, voici d'abord le Transinfo avec vous, Mariam Bar. Bonsoir. Bonsoir Alpha Ousmane Soirée, bonsoir à tous. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Au Tchad, les pourparlers se poursuivent en vue du retour de Succès Masra en exil depuis la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. L'opposant se trouve depuis le 27 octobre à Kinshasa où il doit rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi, désigné facilitateur par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans la crise, une délégation tchadienne est arrivée dans la capitale congolaise pour rencontrer Masra. Au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali poursuit ses opérations en vue de la fermeture de son camp de la localité de Kidal dans le nord-est. Si elle doit quitter définitivement le Mali le 31 décembre pour des raisons de sécurité, elle ferme son camp de Kidal en principe ce lundi ou demain mardi. Pourtant, elle doit encore faire face à de nombreuses difficultés à surmonter. L'Ukraine a rejeté lundi les accusations de la Russie qui lui reproche d'avoir joué un rôle clé dans les émeutes anti-Israël la veille, dans un aéroport de la République caucasienne russe de Daghestan, majoritairement musulmane. Les accusations du ministère russe des Affaires étrangères sur l'implication de l'Ukraine dans les événements au Daghestan sont une tentative de rejeter la responsabilité sur Kiev, a dénoncé le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Oleg Nikolenko. Merci à vous, Mariamba, pour ces informations africaines et internationales. Nous poursuivons Film Soir avec la 1-2. Film Soir, la 1-2. Les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs.
Un drame s'est produit la semaine dernière à Dongel-Sigon, une commune rurale relevant de la préfecture de Mali. Un jeune homme est accusé d'avoir tué sa grand-mère qu'il soupçonnait de sorcellerie. C'est un fait divers que rapportent nos confrères du site d'information, le révélateur224.com. Pour en parler, nous avons en ligne Mamadou Aliou Diallo qui a traité cette information. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs de la radio FIM FM Guinée. Merci pour votre disponibilité aussi. Le jeune homme, un certain Mamadou Lamine Diallo, a profité donc de l'absence des citoyens partis au marché hebdomadaire pour s'attaquer à sa grand-mère, n'est-ce pas? Effectivement, comme vous le dites, le jeune Mamadou Lamine Diallo, âgé de 18 ans, a profité de l'absence des citoyens de Kouli. Kouli, c'est un village relevant de la commune rurale de Dongel-Sigon, dans la préfecture de Mali le jeudi dernier, et il a poignardé sa grand-mère 7 fois. 7 fois? Oui. Après, la vieille a été au début transportée dans une structure sanitaire de la localité. Quelques temps après les premiers soins, elle a été admise à l'hôpital régional de l'Abbé. Malheureusement, dans la nuit du samedi au dimanche 28 octobre 2023, elle a finalement succombé à ses blessures. Malheureusement. Vous avez aussi échangé avec le maire de la commune rurale de Dongel-Sigon. Que vous a-t-il dit? Effectivement, le maire nous a expliqué que le mis en cause, le président du crime, avait d'abord auparavant incendié la case de la victime. Il a aussi encore giflé la dame. Il accuse sa grand-mère de la sorcellerie. L'on apprend que le jeune homme est en détention préventive, n'est-ce pas? Oui, actuellement il est en détention préventive à la maison d'arrêt de Mali. Et quant à la vieille, le corps de la vieille a été ramené hier dans son village natal, dans la commune rurale de Dongel-Sigon. Et le corps a été inhumé hier dimanche. Exactement. Merci à vous, cher confrère Mamadou Aliou Diallo, pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Merci à vous aussi. C'est l'édito. Film Soir. L'édito, l'actu vue par Mamadou Diane Baldé. Remaniement ministériel, une fin de suspense synonyme d'un pied de nez à l'opinion. Le président de la transition a profité du dernier conseil des ministres pour renouveler sa confiance à son gouvernement, une manière de conférer ainsi son impérium au Premier ministre Dr Bernard Goumou, tout en faisant un pied de nez à l'opinion qui fulminait contre les ministres, allant jusqu'à exiger leur tête dans un bocal. Le colonel Mamadi Doumbouya vient de lever in fine le suspense sur l'éventualité du remaniement ministériel en sauvant la mise à son gouvernement. L'édito est signé Mamadou Diambaldé. Le remaniement ministériel ne sera pas pour demain. C'est du moins ce que vient de confirmer le chef de l'État à travers sa motion de confiance accordée à son gouvernement, qui s'en tire ainsi les brais nets face à l'hostilité de plus en plus grandissante d'une opinion publique devenue très exigeante vis-à-vis des dirigeants. Le grand chamboulement tant attendu a été donc renvoyé à la Saint-Glinglin. On ne pourrait être plus royaliste que le roi. Les citoyens ont beau pousser des cris d'orfraie contre ses ministres, le dernier mot lui revient en tant que chef de l'exécutif et principal comptable devant le peuple de Guinée. En allant à rebours des contempteurs du gouvernement, le président vient sauver la mise à ses collaborateurs dont la plupart sont caricaturés à l'envi dans le landerneau. À part ceux qui sortent du lot des proscrits, se contentent d'ailleurs sur les doigts d'une main, le gros du troupeau, y compris le chef du gouvernement, était frappé du sceau de l'infamie et considéré à tort ou à raison comme étant sur des sièges éjectables. Au final, le suspense qui planait sur un éventuel remaniement ministériel a été levé par le président qui a profité du dernier conseil ordinaire des ministres pour trancher dans le vif en renouvelant sa confiance à l'équipe de Bernard Goumou. À la grande déception des indignés, comme pour dire que le chien aboie, la caravane passe, donnant une nouvelle chance à la caravane du docteur Bernard Goumou de poursuivre son petit bonhomme de chemin, bon an, mal an, n'en déplaise à leurs contempteurs qui ne peuvent que faire grise mine, là où les ministres rient sous cap.
en leur lançant une péto, cette boutade très prisée dans la cité. P, tu n'as pas aimé? Cette prise de position du colonel en faveur de son gouvernement contre l'opinion relève d'un classique dans la gestion de l'État guinéen. Ses prédécesseurs, dont Conté et Condé, avaient aussi la manie d'aller à contre-courant de l'avis de leurs compatriotes. Il était ainsi de bon ton d'être honni de l'opinion sous Lansana Conté et sous Alpha Condé, car cela pourrait vous assurer la longévité à votre poste, comme pour dire qu'aux yeux de nos présidents, l'avis du peuple compte pour du beurre. L'édito est signé Mamadou Dian Baldé. On passe au grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Le cinéma guinéen est-il menacé? Oui, s'il y en est fait pour permettre aux acteurs de percevoir une meilleure rémunération, c'est en tout cas ce que pensent de nombreux acteurs du cinéma interrogés par notre reporter. Tous dénoncent une situation très préoccupante. Suivez ce reportage de Mamoudou M. Kondé. La cinématographie guinéenne est l'une des plus anciennes sur le continent africain, puisqu'elle a vu le jour avec Mamadou Touré dans Mouramani, sorti en 1953. Elle prend un véritable envol après la cession à l'indépendance avec la création de Sili Cinéma en 1967. À l'avènement de la Deuxième République, le cinéma change. On passe des langues nationales au français, et depuis l'avènement du numérique, le nombre de nouveaux films s'accroît régulièrement. Malgré cela, le cinéma guinéen souffre d'un manque de financement, selon le chanteur et acteur du cinéma, Cheikh Omar. Pour l'instant, je dirais qu'il se porte bien parce qu'il est en train de revenir au devant de la scène. Nous avons des longs métrages qui sont sortis dans les dernières années. Nous avons des longs métrages qui sont programmés pour sortir aussi. Mais le cinéma guinéen n'aura sa place qu'elle mérite que lorsque les gens comprendront que pour que le cinéma se développe, il faut des fonds. Il faut que les gens acceptent d'investir dans le cinéma parce que le cinéma est la seule forme d'art qui regroupe toutes les formes d'art. Donc lorsqu'un film est financé, tout le monde a du travail. Le futur du cinéma guinéen serait menacé si rien n'est fait pour permettre aux acteurs de percevoir une meilleure rémunération, car le métier d'acteur demande beaucoup de débauche d'énergie et une longue réflexion, d'après Cheikh Omar. Les gens oublient qu'être acteur de cinéma, c'est du travail. C'est énormément de boulot. Les gens pensent juste qu'il faut juste se mettre devant une caméra, être filmé. Non, ça n'a absolument rien à voir. Il faut travailler dur, il faut répéter les textes, il faut se lever tôt le matin, il faut changer d'habit, il faut aller à gauche, à droite. Quand on rate une scène, on refait la scène. Il y a des scènes, vous pouvez travailler de 8h du matin jusqu'à 23h. C'est du boulot. Et pour ça, pour encourager les gens, lorsque vous faites un travail comme ça pendant 2 mois, vous levez du matin au soir et après, à cause du financement qui n'est pas très grand, on vous paye seulement un petit 2 millions, 3 millions. Quelque part, vous vous dites, écoute, je vais passer à autre chose. L'absence de salles de cinéma est un autre problème majeur de ce secteur, car cette culture des salles obscures a complètement disparu dans notre pays. À cela s'ajoute un manque de distributeurs, d'après l'acteur, comédien et producteur Suleiman Sissi. Il y a un problème de distribution. Il n'y a pas de distributeur digne de ce nom. Il n'y a pas où regarder le cinéma, parce que quand on fait le cinéma, il faut le regarder. Le cinéma, à la base, c'est pas les réseaux sociaux, c'est des salles obscures. On doit rentrer dans les salles obscures, ça donne une autre valeur. Donc, il n'y a pas où regarder nos films, il n'y a pas de salle de cinéma. C'est déjà un grand problème. On fait des films, aujourd'hui on se contente des réseaux sociaux, et si c'est le disque, le piratage est là. Il y a tellement de problèmes. Ben, je crois que la culture est le parent pauvre de la Guinée. Valoriser sa langue et sa culture à travers le cinéma, comme l'ont fait les Nigérians et les Ghanéens, doit être la priorité des Guinéens. So Pedro, humoriste et acteur de cinéma, pense que la langue ne peut plus être une barrière et propose même le sous-titrage de nos films. Je pense que non, et je suis convaincu que non. Avec les années que j'ai passées récemment, que la langue, même en humour, ça ne peut plus être une barrière. Aujourd'hui, grâce à la télévision, on peut traduire et ça crée encore des emplois. Pour quelqu'un qui fait de l'humour, on peut sous-titrer. On a tous regardé des sketchs de Chris Rock, de plein de gens d'humoristes d'ailleurs. On comprenait pas leur langue, c'est sous-titré, on lit, on comprend, on avance. Je pense qu'en Guinée, on doit même penser plus à des films en Soussou, en Poula, en Malinké, en Guérzé, dans toutes les langues que nous avons. On n'a qu'à se lâcher et envoyer nos langues pour que les gens sachent que nos langues existent. L'État guinéen et les hommes d'affaires doivent travailler ensemble pour faire face aux réalités de la mondialisation et industrialiser le secteur cinématographique, car il a un potentiel énorme pour devenir une source de revenus importante. C'était donc un reportage à grand format signé Mamoudou M. Kondé sur le cinéma et notamment la culture guinéenne qui est le parent pauvre dans notre pays également. On passe aux infos sportives et culturelles. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive.
Le sport avec vous, Mamadou Yagouba Diallo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous ne vous attendez pas à un ballon d'or, mais on en parle beaucoup plus aujourd'hui à l'échelle internationale, le ballon d'or France Football. Ah ouais, si en Guinée, on parle du processus électoral pour le prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de football, notamment 4 candidats tête de liste. On rappelle le général Mathurin Bangoura, l'ancien international, Abdul Karim Bangoura Akabe, Almami Silla, président de l'Académie, mais aussi Abouakar Dina Sampil, du PCA de l'Escalon. Le verdict, ce sera le 25 novembre prochain pour le congrès. Dans le monde, l'actualité reste dominée par le ballon d'or. Qui succédera à Karim Benzema? C'est la question que se pose beaucoup d'observateurs. 3 candidats en lice: Kylian Mbappé, international français, Erling Braut Haaland, le norvégien, mais aussi Lionel Messi, qui est hyper favori de ce ballon d'or. S'il le remporte, ça sera son 8e ballon d'or. Mais déjà, on a une idée sur le classement de la 11e à la 30e place. Et donc, à la 11e place, nous avons le pharaon d'Égypte, Mohamed Salah de Liverpool. Yassine Bounou, qui est un gardien marocain qui avait fait sensation lors de la Coupe du Monde, lui occupe la 13e place, juste derrière Robert Lewandowski. Et l'autre gardien, donc, il faut parler de André Onana, qui est 23e, voilà, gardien de Manchester United, international camerounais, ancien de l'Inter de Milan. Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal, lui se place à la 28e place. Nous avons également Bukayo Saka, l'international anglais, qui occupe la 25e place. Robert Lewandowski est 12e. Ilkay Gundogan 14e. Emiliano Martinez, qui a été le meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde, occupe bien sûr la 15e place. Karim Benzema, voilà, qui met son trophée en jeu parce que c'est lui qui détient pour le moment ce ballon d'or. Figurez-vous, il est à la 16e place parce que voilà, il a 35 ans. Il est désormais du côté de Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Jude Bellingham, ça vous dit? Voilà, oui. Voilà, l'homme à tout faire. Le grand buteur du du Real de Madrid. Voilà, en ce début de saison, occupe la 18e place parce qu'il faut rappeler, c'est sur l'année civile. Il a fait 6 mois avec le Borussia Dortmund avant de venir pour cette saison au Real de Madrid. Donc il faut dire que la cérémonie est prévue à partir de 19h temps universel au Paris Châtelet. Donc c'est dans la région parisienne. Et donc, comme je le disais, les 3 favoris sont... C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui à 19h temps universel. Et donc les 3 favoris, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Lionel roi, Messi, comme on l'appelle, le roi Lionel Messi. Merci à vous, Yagouba Diallo, pour toutes ces informations. On passe aux infos culturelles avec Maïmouna Orbiba, toute souriante dans ce studio. Film Soir. Info culture. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir soirée, bonsoir à tous. Et pour commencer donc, le festival Jazz & Co remet le couvert. Et oui, la structure Guinée Jazz Festival est ravie de dévoiler la tenue imminente de la 15e édition de son illustre festival Jazz & Co qui aura lieu du 13 au 18 novembre en Guinée. Et cette année, ce festival se consacre pleinement à la musique et en tant qu'instrument pédagogique pour promouvoir la paix, l'unité et le dialogue. Les pays invités d'honneur sont le Mali et le Burkina Faso, des nations réputées pour leur contribution exceptionnelle au monde du jazz. Le Festival du Jazz & Co est un événement incontournable pour les mélomanes et les amateurs de culture. Son objectif principal est de remettre en avant la diversité culturelle à travers les magnifiques sonorités du jazz. Pour sa 15e édition, donc, le festival rend un vibrant hommage à la regrettée icône mondiale Ali Farka Touré, dont le décès le 7 mars 2006 à Bamako. En outre, de talentueux musiciens et hommes de culture provenant des 4 coins du monde sont attendus à cette messe du jazz, et c'est les 13, 16 et 17 novembre, et c'est de citaneuse soirée. Alors l'autre festival Visa for Music, les recettes pour les victimes du séisme au Maroc.
Et oui, le festival Visa for Music 2023 qui se tiendra du 22 au 25 novembre à Rabat mettra cette année l'accent sur la solidarité. En effet, tous les bénéfices de la billetterie seront entièrement reversés au fonds spécial dédié à la gestion des conséquences tragiques du récent séisme qui a frappé le Maroc. Et cette 10e édition du festival sera ainsi un véritable événement caritatif visant à soutenir les victimes de cette catastrophe naturelle. Visa for Music est reconnu comme le pionnier en matière de festivals et de marché professionnel des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. En cette année, il mettra son engagement au service des populations touchées par le séisme. Un jury composé d'experts de la culture et de l'industrie musicale sélectionnera une trentaine d'artistes et de groupes issus de ces régions ainsi que du reste du monde pour participer à cet événement unique. Et c'est toujours de Cita News Soirée. Merci à vous, Maïmouna Orbiba, pour toutes ces informations. Le dernier élément de Film Soir, c'est l'invité. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Contrôle des vignettes et cartes grises, l'association des conducteurs des mototricycles disent être victimes d'arnaques de la part de certains policiers. Le président de cette organisation dit que certains conducteurs rencontrent d'énormes difficultés dans leur travail. Il invite les autorités à trouver une solution à ce problème. Ibrahim Bari est notre invité ce soir. Il répond aux questions de Bani Sidibé. Monsieur Bari Ibrahima, nombreux sont ces conducteurs de tricycles qui continuent de se plaindre par rapport au contrôle des vignettes mais également des plaques. Ils disent être victimes d'arnaques de la part des policiers. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? En fait, il y a certains policiers, ils ne connaissent même pas comment contrôler le tricycle au niveau de la route. Ils ne connaissent pas comment interpeller la tricycle au niveau de la circulation. Ils viennent seulement, on te brutalise, on ne cherche même pas à savoir comment te faire garer ou comment te signaler. Avant-hier, ils ont interpellé un gars à Taouya qui est dans mon association. Il m'a appelé à 9h, soit disant qu'on l'a interpellé. Il a acheté sa moto, ça ne faut même pas 4 mois. Le carte grise remonte, le coordinatrice dit que le réseau de sa machine ne marche pas. On l'a pris, on l'a envoyé en routière de Minière. Il a passé toute la journée là-bas. Arrivé là-bas, j'ai vérifié avec le commissaire. Le commissaire même me confirme que son vignette est OK. J'appelle la policière qui l'a interpellé, soi-disant de libérer. Le chef de poste dit de payer aussi une contravention. Je dis pourquoi? Ça veut dire, Bari, malgré que beaucoup d'entre vous soient en règle, ils sont victimes parfois d'arnaques, c'est ça? Affirmatif, oui. Il y a certains policiers, même si tes dossiers sont réglés, sont réglés et que tes documents sont au complet, on t'interpelle. Par exemple, il y a des cartes grises. Il y a une carte grise biométrique qui est en papier. Il y a une carte grise aussi qui est en caoutchouc, qui est numérique. Parce qu'il y a certains à Kadak, pour faire rouler leur moto, pour libérer le carte grise en numérique qui est en caoutchouc là, ça ne peut pas être facile de retrouver ça. Ils vont te donner tes documents pour que tu puisses rouler. Mais il y a certains cas, on te prend, si tu as le coupon là, on te dit directement allons à la fourrière, c'est pas le vrai carte grise. Pour t'arnaquer. Arrivé au fourrière, on te dit 220 000. Est-ce que vous avez attiré l'attention des autorités par rapport à cette situation, ce calvaire que vivent certains conducteurs? Oui, l'autorité est alertée. Par exemple, jeudi surpassé, on avait tenu une réunion avec le directeur général du transport terrestre et le directeur général adjoint de la routière. On a tenu une réunion par rapport à la carcasserie policière et certaines difficultés que nous passons. On s'est convenu de sortir jour à venir, de créer une lieu de stationnement et d'embarcation et de gare voiture. Ça, c'est déjà convenu entre nous. Ça, c'est pour diminuer le carcasserie policière. Parce qu'il y a certains policiers qui ne connaissent même pas là où tu dois garer, là où tu ne dois pas garer. Partout qu'on te trouve sur la route, on te dit arrêt gênant ou arrêt interdit pour t'interpeller. Par exemple, quand on te trouve au niveau de la route que tu as bien collé ou tu n'as pas bien collé, parce qu'il y a certains plaques qui sont occupés par des vendeurs ou des conducteurs des conducteurs de deux roues, des motards. Ils viennent là où on se stationne, ils garent là-bas. Quand tu es venu pour stationner, tu n'as pas la place. Obligatoirement, tu vas te stationner au niveau
de la route pour gêner le passage. Mais il y a beaucoup de conducteurs de ces tricycles aussi qui se comportent mal. Leur comportement est dénoncé souvent. Qu'est-ce que vous aussi, vous faites pour mettre de l'ordre dans vos rangs? En fait, on se bat beaucoup. Depuis que l'association est mise en place, on fait que de sensibiliser nos chauffeurs. On tient des réunions pour sensibiliser les chauffeurs comment se comporter vers le chauffeur, vers le passager, vers le policier. Il faut sensibiliser tout ça pour faire connaître les gens. Mais il y a l'excès de vitesse aussi qui provoque souvent beaucoup de cas d'accidents de la circulation. L'accident de tricycle est moins par rapport à le deux roues. Parce que nous, les tricycles, nous roulons, quand certains rentrent en troisième position, ils connaissent comment rouler. Par exemple, on a des enfants qui ne connaissent pas le code de la route. Actuellement, nous sommes en train de se battre pour former certains chauffeurs et de se battre aussi pour former tous les chauffeurs de la République avant de passer à autre chose. Merci à vous, Monsieur Barry Ibrahim, pour la disponibilité. Merci pour tout l'auditeur de Film FM. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Voilà, mesdames, messieurs, cet entretien de Bani Sidibé avec Ibrahim Bari, président de l'association des conducteurs des motos tricycles, met fin à cette session d'information. Film Soir à la technique Saramba. Merci à toute l'équipe de la rédaction dirigée par Arissa Tousso et Mamadou Aliou Bangoura. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous.